Du coup, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui encore. Gaëlle Poudès, donc chef de projet au dispositif d'appui à la coordination du GERS. Juste pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, on enregistre ce qui se passe là. Donc, si vous voulez pas apparaître, vous pouvez couper vos caméras. Donc aujourd'hui, du coup, on a le plaisir d'accueillir Maladies Rares Occitanie pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui, au quotidien dans la pratique, peut vous interpeller sur une maladie rare et derrière, quelles sont les ressources que vous pouvez mobiliser en tant que professionnel de terrain pour être en appui aux personnes qui pourraient être éventuellement concernées par les maladies rares. Du coup, je laisse la parole à l'équipe Maladies Rares Occitanie. Bonjour. Donc, on va d'abord se présenter. Donc, moi, je suis Marie-Pierre Laforgue, je suis médecin à Maladies Rares Occitanie. Et moi, je suis Pauline Lasserre et je suis assistante sociale à Maladies Rares Occitanie. Donc, on tenait d'abord à remercier le DAC du Gers pour nous avoir donné l'opportunité de vous présenter ces ressources qui sont à votre disposition pour vous soutenir sur votre pratique professionnelle quand vous accompagnez une personne concernée par les maladies rares. Donc dans le cadre de la présentation, on va vous proposer de participer à un petit quiz qui n'est bien sûr pas noté. C'est juste histoire de, sur, cette heure un peu difficile de la journée, ne pas s'endormir devant l'écran. Voilà. Pour participer au quiz, vous pouvez soit utiliser un téléphone, portable, votre téléphone portable, d'être un téléphone portable professionnel, il suffit juste de pouvoir scanner un QR code, mais vous pouvez aussi le faire, via l'ordinateur. Et après, on l'a pas précisé, si jamais vous avez des questions, pendant le webinaire, vous pouvez les inscrire dans le chat, je pense, c'est ça, Gaëlle? Et on prendra le temps d'y répondre, à la fin du webinaire. Oui, vous les inscrivez dans le chat et soit à la fin, du coup, vous voulez poser la question et la détailler, vous pouvez prendre la parole. Soit pour ceux qui ne se manifesteront pas, mais dont les questions étaient posées, je les poserai à la fin. Voilà, exactement. Allez, donc, on y va. Donc, dans notre présentation, il y aura 3 grands chapitres, on va dire. D'abord, on va, s'intéresser à la question de savoir si les maladies rares sont vraiment si rares que ça. Ensuite, on prendra le temps de détailler un petit peu, les problématiques qui peuvent être liées, au parcours des personnes qui sont concernées par les maladies rares. Et enfin, on prendra vraiment là aussi, le temps de vous présenter, des ressources, qui sont, disponibles pour accompagner, ces personnes. Alors, c'est maintenant où du coup je vais vous proposer participer donc à ce quiz. Pour participer au quiz, vous pouvez soit, scanner le QR code qui apparaît, sur votre écran, soit, à partir de votre ordinateur, aller sur, WooClap, wooclap.com et on va vous demander de rentrer le code d'un événement et le code de l'événement, c'est JHDZCO. Voilà, je vous laisse, quelques instants, pour, vous, connecter. Alors, vous allez voir, sur votre, l'interface va vous dire: «Veuillez patienter, il n'y a pas de questions lancées encore» et effectivement, je lancerai les questions quand, il y aura quelques personnes connectées. Allez, hop. Après, vous inquiétez pas si vous avez des difficultés si vous n'êtes pas connecté quand je lance le questionnaire, vous pouvez vous connecter en cours de route, il y a aucun souci. Alors la première question, on va vous propose de répondre à quel président souffrait d'une maladie rare? Il y a 4 propositions. Le président Abraham Lincoln, le président Charles de Gaulle ou le président John Fitzgerald Kennedy ou bien les 3 présidents. Je vous laisse pareil quelques minutes pour pouvoir, répondre. Et juste, j'ai oublié de vous dire, il faut valider la réponse quand vous avez répondu, c'est important. Voilà. 9, il y a plus que 2 personnes qui doivent répondre. Alors, je vais vous partager. Alors, on va voir les réponses que vous avez données. Donc, alors il y a 2 réponses majoritaires. Une réponse qui est,
tous les 3 présidents souffraient d'une maladie rare. Une autre qui pense que, notre réponse majoritaire qui pense que le président Abraham Lincoln présentait une maladie rare. En fait, tout le monde a raison sur cette question. C'est-à-dire que les 3 présidents présentaient effectivement une maladie rare. Donc même, voilà, la réponse vraiment juste, c'est les 3 présidents, mais ils présentaient tous une maladie rare. Le président John Fitzgerald Kennedy, il présentait une maladie rare qui s'appelle maladie d'Addison. C'est une maladie qui est liée à, c'est une maladie endocrinienne qui est liée à une insuffisance de production d'hormones par une glande qui s'appelle la surrénale. C'est une maladie qui touche environ 30 personnes par million d'habitants. C'est une maladie pour laquelle il existe un traitement qui est une substitution par l'hormone qui est normalement sécrétée par cette glande. C'est une maladie qui nécessite du coup un traitement à vie et il y a un risque vital qui peut être engagé si jamais il y a une interruption de ce traitement. Le président Charles de Gaulle, lui, il présentait une maladie qui s'appelle le syndrome de Marfan, qui est une maladie qui peut toucher plusieurs organes et qui peut notamment provoquer des scolioses, mais aussi des problèmes liés à une grande taille. Et le risque vital est engagé dans cette maladie par rapport à une malformation au niveau cardiaque, une dilatation de l'aorte avec des risques de rupture de l'aorte. Le président Abraham Lincoln, lui, c'est alors, en fait, vraisemblablement, il présentait une maladie rare, mais c'est une maladie rare sur laquelle il y a plusieurs hypothèses diagnostiques, qui sont en cours. Il présentait une grande taille comme le président Charles de Gaulle, ce qui fait qu'à un moment donné, on a pu évoquer un syndrome de Marfan. Après, on a pensé qu'il avait plutôt une anomalie de sécrétion d'une hormone de croissance qui faisait qu'effectivement, il avait une grande taille, mais aussi une augmentation de la taille de certains membres. Tout ça pour citer aussi, voilà, le fait que finalement, ces 3 présidents présentaient des maladies rares et que ce n'est pas toujours facile de poser le diagnostic d'une maladie rare. Donc, maintenant, on va passer à la question suivante. Donc, maintenant, je vous propose de répondre à la question de combien de personnes ont une maladie rare? Pareil, vous laisse un petit peu de temps pour répondre et n'oubliez pas de valider vos réponses. Alors, on va regarder les résultats que vous avez donnés. Alors, donc, majoritairement, vous pensez que, une personne sur 1000 a un diagnostic de, maladie rare ou a une maladie rare. Je vais afficher la bonne réponse. La réponse correcte est une personne sur 20. On va vous expliquer un petit peu effectivement donc les maladies, tout ça, c'est pour vous montrer que finalement, on parle de maladies rares, mais finalement, ça concerne quand même une personne sur 20. Je vais vous expliquer pourquoi ça concerne une personne sur 20 avec la diapositive suivante. À l'heure actuelle, il existe entre 6 000 et 8 000 maladies rares. On dit d'une maladie qu'elle est rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Mais comme il existe beaucoup de maladies rares, l'ensemble de ces maladies rares fait que dans la population, la population générale, c'est une personne sur 20 qui a une maladie rare. On profite de cette diapositive pour partager d'autres éléments aussi concernant les maladies rares. 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Un malade sur 2 est un enfant. Et enfin, un autre élément qui est quand même très important, c'est que 2 tiers de ces maladies sont des maladies chroniques et qui sont souvent à l'origine de handicaps qui peuvent être particulièrement invalidants dans le quotidien. En fait, avec toutes ces, l'ensemble des maladies rares fait qu'en France, ce sont entre 3 et 4 millions de personnes qui sont concernées par les maladies rares. Si on le compare à d'autres maladies qui ne sont pas dites rares, comme le cancer ou le diabète de type 2, l'ensemble des personnes concernées par les maladies rares est plus important que les personnes qui souffrent de diabète ou les personnes qui présentent un diabète de type 2. Donc, pour revenir à la question que je vous ai posée, les maladies rares sont-elles si rares? Nous, on préfère dire que les maladies sont rares, mais les personnes concernées sont nombreuses. Et alors ensuite, on voudrait réfléchir avec vous sur quand est-ce qu'on doit penser à une maladie rare. Parce qu'il y a des maladies rares qui sont finalement connues, comme la mucoviscidose. Alors, elles sont connues parce que certaines bénéficient d'une forte médiatisation. Donc, la mucoviscidose, la myopathie, la drépanocytose, la maladie de Huntington, la trisomie aussi. Là, je n'ai cité que des maladies rares. Mais, comme j'ai déjà dit, il y en a entre 6 000 et 8 000.
j'en ai cité 5, donc il y en a énormément de maladies qui sont parfois moins bien identifiées. Et donc, un des facteurs de réussite d'accompagnement d'une personne qui a une maladie rare, c'est d'abord penser que cette personne, effectivement, pourrait avoir une maladie rare. Et quand est-ce qu'on doit penser que cette personne a une maladie rare? On présente là quelques réflexes qu'on peut avoir. C'est une fiche pratique qui a été établie, par le Collège de médecine, générale, mais c'est un outil qui peut servir à des professionnels qui même s'ils ne sont pas, médecins généralistes. Donc c'est important de se questionner sur le fait que, est-ce que cette personne a une maladie rare? Notamment, si, ce diagnostic a été évoqué, dans le cadre d'une hospitalisation. Même si le diagnostic n'est pas encore confirmé, c'est important d'avoir en tête qu'il y a peut-être une maladie rare chez cette personne. Il faut y penser bien sûr si dans la famille, il y a d'autres personnes, qui ont, une maladie rare parce que comme on l'a dit, hein, 80 sont d'origine génétique, donc il y a une part d'hérédité qui est parfois présente, pas à chaque fois, mais qui est quand même parfois présente. Quand il y a aussi finalement la pression de l'entourage qui signifie, ou la pression même de la personne elle-même, hein, qui dit: «Mais je pense que j'ai une maladie rare». Parfois, il y a, ces personnes sont victimes du fait qu'on leur dit: «Beh, ce sont des signes fonctionnels», pour pas dire: «C'est dans votre tête», et malheureusement, ça contribue à un retard diagnostique et c'est une perte de chance pour ces personnes. Et enfin, le dernier point, que j'aborde sur quand est-ce qu'on doit penser à une maladie rare, c'est quand, alors ça, c'est peut-être, ça s'adresse peut-être plutôt aux médecins, mais c'est quand, finalement une personne présente des symptômes, alors qui sont parfois fréquents, mais qui surviennent à un âge qui est inattendu, ou alors des symptômes qui sont rares, mais une même personne qui présente plusieurs symptômes rares, ça mérite quand même qu'on s'interroge sur: est-ce que cette personne a une maladie rare? Donc, est-ce que vous, pardon, c'est le dernier quiz. Est-ce que vous avez déjà, rencontré, voilà, des maladies rares? Vu qu'on a dit que c'était une personne sur 20, vraisemblablement, vous avez déjà rencontré des personnes concernées par les maladies rares, et on vous propose là, voilà, de nous citer les maladies que vous avez, déjà, rencontrées. Je vous laisse encore quelques petites minutes pour répondre, 1 ou 2 minutes, parce que parfois c'est pas faci c'est des noms un peu compliqués à écrire aussi. Alors, je propose qu'on regarde du coup les réponses que vous avez, proposées. Alors, vous avez cité effectivement, 9 maladies, rares. Donc voilà, ça je pense que c'est une façon aussi un petit peu de témoigner du fait que voilà, même voilà, les maladies sont pas si rares que ça, et que dans votre pratique quotidienne, vous avez déjà effectivement rencontré et accompagné des personnes concernées par les maladies rares. Je vais utiliser, les informations que vous avez données là, sur une des diapositives, suivantes. Donc je me souviens. Alors, quand vous accompagnez une personne, comment savoir si, la maladie de la personne est rare? On va commencer à introduire, une des ressources qui est extrêmement utile, qui constitue notre bible, à nous, en tout cas, Maladies Rares Occitanie. C'est le site, Orphanet, c'est le portail d'information, sur, les maladies rares. Donc quand vous vous posez la question de savoir si la maladie de la personne est rare, il faut avoir le réflexe: «Je vais regarder sur Orphanet». Je vais vous montrer du coup comment ça peut fonctionner, parce que ça sera plus simple que donc là, je suis sur le site d'Orphanet. Sur la page d'accueil, il y a écrit: «Chercher une maladie». Donc parmi les maladies que vous avez, proposées, il y avait, la maladie de Huntington. Je vais l'écrire ça. Bon, ça, donc je renseigne donc le nom maladie de Huntington, et là, Orphanet propose, voilà, 8 résultats.
Donc, à partir du moment, je reviens sur la présentation, à partir du moment où la maladie est répertoriée, la personne est concernée par une maladie rare. Je vais prendre un autre exemple que vous avez proposé dans les réponses. Il y avait, si je me souviens bien, hétérochromie. Ah oui, alors. Et je pense que c'est lié c'était peut-être hétérochromie. Alors, je vais faire juste hétérochromie parce que c'est comme ça que le nuage de mots l'a présenté, mais je crois que la personne qui a écrit avait écrit autre chose. On va voir. Comme ça, c'est une belle illustration. Alors, hétérochromie, il me dit qu'il n'y a pas de réponse. Mais je pense que c'était hétérochromie de Huche, je crois. Il faut proposer hétérochromique. Hétérochromique. Alors, on va voir. Bon, voilà, Ouais. hétérochromique. Voilà. Donc, je vais rechercher la maladie. Alors, là, vous avez vu quand j'ai écrit juste hétérochromie, il n'y a pas eu de réponse. C'est parce que finalement, vraisemblablement, l'hétérochromie, c'est un symptôme d'une maladie et pour vraiment arriver à savoir si la maladie de la personne est une maladie rare, il faut effectivement être malheureusement assez précis sur le terme que l'on utilise. Donc là, quand j'ai écrit hétérochromie, la maladie n'était pas répertoriée, il n'a fait aucune proposition. Mais si vous pensez que c'est une maladie rare, il ne faut pas hésiter. C'est pas parce que c'est pas répertorié que c'est pas une maladie rare. Parfois, c'est parce que, comme je l'ai fait là, je n'ai pas écrit le bon mot. Parce que parfois, on peut mentionner un symptôme et pas le nom d'une maladie. Donc, pour le fait que les maladies rares ne soient pas identifiées, ça fait partie des difficultés que rencontrent les personnes concernées par les maladies rares et c'est vraiment une perte de chance pour eux. Donc, si vous avez l'intime conviction que la maladie de la personne est peut-être une maladie rare, il ne faut pas abandonner ce questionnement. Il faut encourager la personne que vous accompagnez à consulter son médecin traitant et partager cette question avec le médecin traitant. Et vous pouvez également informer le médecin traitant et la personne concernée du dispositif maladie rare Occitanie. On peut intervenir justement par rapport, alors d'une part, la recherche d'informations, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard, et aussi sur l'aide au parcours diagnostique. Identifier une maladie rare chez quelqu'un quand on pense qu'il a une maladie rare. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue pour qu'elle parle des maladies rares. Alors bonjour à tous. Du coup, effectivement, moi je vais vous présenter la partie un peu plus problématique qui sont liées au parcours maladie rare. Je vais commencer avec quelques chiffres qui sont issus d'une enquête qui a été réalisée par Maladies Rares Occitanie entre novembre 2019 et décembre 2020. Donc, tout d'abord, quelques chiffres qui concernent les personnes atteintes de maladies rares. Donc, comme vous pouvez le voir, un patient sur 3 n'a pas de suivi dans un centre hospitalier expert. 66% des personnes disent avoir des difficultés pour se rendre sur leur lieu de soins. 79% des personnes concernées par une maladie rare considèrent que les professionnels qui les accompagnent ne connaissent pas leur maladie. Ensuite, 34% disent avoir un reste à charge par rapport à leur maladie. Et enfin, 74% des personnes concernées et 43% des proches aidants disent avoir subi un impact sur leur activité professionnelle. Donc, abandon de l'activité, réduction du temps de travail ou impossibilité d'évolution. Donc, effectivement, les maladies rares sont des maladies chroniques et invalidantes et ont un impact sur la qualité de vie des personnes. Donc, tout d'abord, des répercussions sur la vie familiale avec, comme on l'a vu sur la diapo précédente, la présence des aidants avec une fatigue des aidants, une culpabilité et des personnes malades, mais également des aidants, un renoncement au dépistage lorsque cela peut être possible, et des ruptures de liens. Ensuite, il peut y avoir aussi donc des impacts sur la vie professionnelle, avec des difficultés d'adaptabilité du monde professionnel, des impossibilités même de travailler, de se rendre sur le lieu de travail, comme on l'a vu, l'incompréhension des collègues ou des responsables. Ça peut provoquer aussi des sentiments d'isolement et de solitude. Donc la maladie rare isole, elle entraîne des difficultés de sociabilisation, elle éloigne des activités sociales.
Ensuite, il y a aussi les difficultés d'accès aux droits, donc la méconnaissance des maladies rares par les institutions, type, CPAM ou MDPH, qui va rendre difficile, l'ouverture de droits, donc les affections longue durée, une reconnaissance de handicap, une AAH, une orientation en établissement, spécialisé. Tout ça peut entraîner, il y a la précarisation aussi, pardon, excusez-moi. Donc le refus de l'accès aux droits, peut entraîner une baisse des ressources et donc une précarisation de la personne concernée, mais aussi de son en de la famille et donc toutes ces répercussions, peuvent également, mener à de la détresse psychologique, donc avoir des conséquences sur la santé mentale de la personne. Ensuite, je vais passer à quelques chiffres qui ont été, révélés par les professionnels, alors sur la même enquête qui a été réalisée au même moment. Donc, sur des professionnels des, maisons, de santé pluriprofessionnelles, les professionnels ont identifié des besoins, de relais qui n'ont pas été couverts, qui ne sont pas couverts, notamment dans la rééducation, des relais par les spécialistes, des relais dans l'accompagnement, psychologique ou dans les accompagnements, au niveau social. Les kinés, eux, assurent le 67 des kinés, pardon, qui assurent le suivi des personnes malades, qui ont des maladies rares, disent avoir des difficultés dans leur pratique. Et ensuite 76 des professionnels des maisons, de santé pluriprofessionnelles ne connaissent pas les services hospitaliers spécialisés dans les, maladies rares et 85 des services hospitaliers spécialisés, eux, ont observé des ruptures de soins, de par, la précarité des familles et l'absence de lien ville-hôpital. Donc pour résumer, des difficultés pour les professionnels pour accompagner, les personnes qui ont des maladies rares. Donc tout d'abord, comme on l'a vu, l'absence de lien ville-hôpital. Donc c'est vrai que les professionnels, experts des hôpitaux et les professionnels de ville, les libéraux, les professionnels de proximité ont des difficultés. C'est très compliqué de communiquer et de faire passer des informations. Et ensuite, la rareté des ressources maladies rares, donc qui dit maladie rare dit également rareté des ressources. Parfois, il y a un expert, d'une maladie rare en France, voire pas d'expert du tout, sur certaines maladies, ultra rares. Lorsque ces ressources existent, elles sont assez méconnues. Ensuite, un manque de formation et d'information des professionnels. Donc comme je disais, des ressources, méconnues, des professionnels qui, ont des difficultés d'accès à ces ressources lorsqu'elles existent et qui sont peu formés pour, accompagner sur les parcours maladies rares. Et enfin, l'accompagnement des maladies rares nécessite la prise en compte de certaines spécificités dans les parcours de soins, mais également dans le parcours de santé et projets de vie. Donc maintenant, je vais vous présenter, assez rapidement, le dispositif Maladie rare Occitanie, donc pour aider les professionnels dans leur pratique. Donc nous sommes une équipe de 11 salariés. Il y a une antenne à Montpellier qui, du coup, œuvre sur, l'ex-région Languedoc-Roussillon et une antenne à Toulouse. Nous œuvrons sur l'ex-région Midi-Pyrénées. Donc les missions de Maladie rare Occitanie vont être l'appui au parcours, la formation et la sensibilisation aux maladies rares. On est également centre ressources et on a une mission de soutien à la dynamique associative régionale. Il y a un site internet que vous pouvez, retrouver très facilement en tapant Maladie rare Occitanie, dans un moteur de recherche. Alors, les motifs pour lesquels nous pouvons être sollicités. Donc il y a plusieurs motifs. Une recherche lorsque vous accompagnez une personne qui a une maladie rare, une recherche de diagnostic, ou une recherche de service hospitalier spécialisé ou centre expert maladie rare, une recherche d'information ou de documentation sur une maladie en particulier. Quand il y a une problématique, sur un parcours et notamment un accueil en structure médico-sociale. Vous pouvez également nous interpeller pour une recherche de dispositifs pour les proches aidants. Également pour de l'appui au parcours de soins maladies rares et ensuite sur les questions de scolarité, de formation et d'emploi. Nous pouvons être sollicités par tous les professionnels qui interviennent dans les parcours de santé, de soins,
et de vie des personnes qui ont une maladie rare. Donc, des professionnels médicaux, paramédicaux, des travailleurs sociaux, des personnels hospitaliers, les personnes qui travaillent dans les établissements sociaux et médico-sociaux, les services sociaux, les professionnels de l'éducation nationale. Voilà, toutes les personnes qui interviennent dans les parcours maladies rares. Pour nous solliciter, donc vous avez sur la diapositive le formulaire à gauche que vous pouvez retrouver sur le site internet de Maladies Rares Occitanie. Donc vous pouvez faire une demande anonyme ou une demande nominative, dans ce cas avec l'accord de la personne, qu'on puisse nous stocker les données. Et ensuite, je vous ai cité les motifs de sollicitation. Le seul motif de sollicitation pour lequel il faut que ce soit un médecin qui nous adresse la demande, c'est pour une recherche de diagnostic. Vous pouvez, donc pour nous solliciter, vous pouvez passer par Spico, donc par le site internet Maladies Rares Occitanie. Également, envoyer le formulaire de demande par Medemail et l'envoyer à l'adresse demande@maladies-rares-occitanie.fr. Bien sûr, toutes ces informations, elles seront regroupées par Gaëlle Poudès pour que vous puissiez avoir accès. Alors, un exemple d'une demande d'appui au parcours pour que vous compreniez un petit peu mieux comment on agit quand on reçoit une sollicitation. Je crois que c'est toi qui fais celle-là, Allez, si il tu me veux. semble, Allez. et après, Allez. je fais une petite pause. Donc là, c'est une demande qu'on a reçue en février dernier, une demande qui était adressée par le médecin traitant. Et on le verra, en fait, c'est le médecin traitant qui nous sollicite sur une problématique qui n'est pas forcément médicale, mais c'est lui qui nous sollicite parce que bah, c'est quand même finalement le professionnel de terrain de proximité disponible pour cette jeune fille, donc qui a 18 ans, qui présente un syndrome Charge, qui est une maladie rare. Dans le cadre de cette maladie rare, elle a une surdité bilatérale qui est profonde à gauche et moyenne à droite, pour lequel elle bénéficie d'un appareillement. Et elle a aussi des vertiges permanents. C'est vraiment un des symptômes de sa maladie. Elle rencontre aussi des difficultés d'apprentissage scolaire. Quand nous, on est sollicité, il n'y avait aucun accompagnement médico-social. Elle avait bénéficié d'un suivi en CESAD jusqu'en 2016. Donc, ça fait à peu près 7 ans qu'il n'y avait plus d'accompagnement médico-social et il n'y avait eu aucun relais à l'issue du suivi par le CESAD. Donc, ça, c'est la description de la situation de la personne. Notre premier niveau d'analyse a été d'identifier les acteurs de son parcours. Donc, forcément, il y avait le demandeur qui était le médecin traitant. Et puis, on a la mère qui était, sa principale aidante était très présente dans son parcours, nous a aidé aussi à identifier, l'ORL et l'ophtalmologue qui suivait cette jeune fille. Et on a fait le constat aussi de l'absence, voilà, j'ai déjà cité l'absence d'un accompagnement médico-social, mais il y avait également l'absence d'accompagnement en orthophonie pour cette jeune fille donc, qui présentait une surdité et des difficultés d'apprentissage scolaire. Ensuite, on vous présente du coup comment on continue de travailler autour de la demande. Je vais? Comme tu veux. Je peux continuer. Allez, Je continue. ok. Donc ensuite, on procède à une étape d'analyse de la situation que l'on partage avec, les acteurs que l'on a déjà, identifiés. Donc de cette analyse, on dégage une problématique. Là, la problématique, c'est qu'il y avait, donc un projet professionnel inadapté et l'interruption de l'accompagnement médico-social. Juste pour illustrer le projet professionnel inadapté, donc j'ai dit, cette jeune fille était sourde. Elle suivait une formation en service de soins et d'aide à la personne et elle évoluait donc dans un environnement où tout le monde était masqué, ce qui a nécessité pour elle de développer d'énormément. Elle utilisait la lecture labiale, ce qui n'était plus possible pour elle dans cet environnement-là. Et donc, en fait, elle s'est épuisée à mettre en place des stratégies de compensation de son handicap sensoriel et ça a entraîné effectivement une baisse de ses compétences scolaires et aussi des grosses difficultés d'adaptation lors des stages professionnels. Et vraisemblablement que du fait, voilà, on a déjà signalé, hein, le fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement médico-social, c'est parce qu'aussi cette orientation finalement elle n'avait pas été accompagnée par des travailleurs sociaux. Donc on avait identifié ces 2 éléments problématiques, l'un consécutif de l'autre. Donc les leviers qu'on a identifiés, j'ai déjà dit, hein, c'est que l'aidante était vraiment très active et elle participait bien à la coordination du parcours. Le médecin traitant
qui étaient déjà présents donc au moment de la demande, est resté disponible pour soutenir le parcours. On a pu très rapidement identifier une assistante sociale de secteur qui s'est montrée aussi disponible pour accompagner les démarches. Tous ces éléments étaient donc très soutenants. Après, les freins qu'on avait identifiés, bien sûr, j'ai déjà dit, c'est l'absence d'accompagnement médico-social. On n'a pas eu d'échange non plus avec les professionnels de l'éducation nationale qui avaient contribué à cette orientation. La famille rencontrait de grandes difficultés aussi pour rejoindre le service hospitalier spécialisé. Et du fait de ces difficultés de lien avec le service hospitalier spécialisé aussi, on n'arrivait pas à avoir une évaluation de ses compétences et de ses besoins actualisés, parce qu'il y avait effectivement une rupture sur le suivi spécialisé. Donc, comment ensuite on a construit la réponse? Je reprends la parole. Du coup, je vais commencer par ma partie. Donc, on a été du coup en appui aux professionnels. Là, pour le coup, c'était vraiment ça. D'abord, l'assistante sociale, donc pour l'évaluation sociale et l'accompagnement. Donc, un soutien dans l'élaboration du projet de vie, dans l'instruction des dossiers d'accès au droit et dans le suivi de l'orientation vers les services médico-sociaux. Donc, on a échangé sur du coup les spécificités de la maladie rare et on a essayé de lui fournir des outils, notamment pour le dossier MDPH et de l'information sur la maladie rare, enfin, en tout cas sur le syndrome Charge. Voilà. Ensuite, avec le médecin traitant, on a partagé voilà, les besoins en soins qu'on avait pu identifier. On est resté à sa disposition si jamais il avait besoin d'aide pour rédiger les certificats médicaux nécessaires à la valorisation des droits de cette jeune fille. On a été de soutien aussi par rapport à d'éventuelles prescriptions. Et enfin, nous, en tant que dispositif d'appui, on était surtout présents là sur cette fonction de centre ressources parce qu'on a mis à disposition, comme ça a déjà été dit, tout ce qui était des documents d'information sur cette maladie rare. On a appuyé la famille aussi dans les liens avec le centre expert et on a engagé aussi un travail d'identification des services médico-sociaux qui pouvaient répondre aux besoins de cette jeune fille. Et enfin, on a renouvelé, parce que c'est une famille qui avait déjà connaissance de l'association de personnes concernées, mais on a vraiment aussi proposé de s'appuyer sur l'expérience des associations de personnes concernées. Voilà, ça c'était donc une illustration de comment on peut répondre à une demande. Voilà. Là, on n'a pas précisé la demande, c'était le médecin nous avait sollicité pour effectivement un appui au parcours. Ouais. Donc à présent, on va passer à la dernière partie, donc les ressources que vous pouvez mobiliser. Donc tout d'abord, les ressources et les outils pour s'informer sur les maladies rares. Donc sur le site de Maladies Rares Occitanie, vous pouvez retrouver des guides pratiques maladies rares de certaines maladies. Donc sur ces guides pratiques, vous pouvez retrouver l'étiologie, les conséquences, les suivis médicaux et paramédicaux à mettre en place pour la maladie rare, ainsi que l'accès aux droits. Ensuite, sur le site Orphanet, donc comme vous l'a montré ma collègue tout à l'heure, sur de nombreuses maladies, vous pouvez retrouver des fiches maladies qui fournissent de l'information également sur l'étiologie, sur les impacts de la maladie et le suivi à mettre en place sur le long cours. Et également les fiches Focus Handicap qui là vont permettre de connaître les situations de handicap qui sont générées par la maladie, comment la maladie se manifeste et vient impacter toutes les sphères de la vie. Et ensuite, quelques autres ressources, donc les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, PNDS, qui sont des référentiels de bonnes pratiques. Marie-Pierre vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Ensuite, le dispositif Maladie Rare Info Service qui va pouvoir informer et orienter au niveau national. Et enfin, les filières de santé maladies rares, donc qui peuvent apporter de l'information et ça va également plus au niveau national. Ensuite, les ressources et les outils que vous pouvez utiliser pour soutenir l'accès au droit. Je vous ferai un petit focus tout à l'heure sur le dossier MDPH pour bien illustrer ça. Donc, il y a la fiche Mémo et un webinaire Bien remplir mon dossier MDPH que vous pouvez retrouver sur le site de Maladies Rares Occitanie
Il y a également donc en cours qui est créé, mais qui n'est pas encore disponible, une infographie emploi et maladies rares. Donc, on espère que vous pourrez bientôt y avoir accès. Ensuite, il y a toute la partie du site Vie quotidienne sur laquelle vous pouvez retrouver de nombreuses ressources. Et enfin, pardon, la boîte à outils. Et je retourne sur le site Orphanet qui, du coup, édite tous les ans un guide Vivre avec une maladie rare en France et qui informe sur toutes les aides et prestations pour les personnes qui ont des maladies rares et pour les proches. C'est un document qui donne beaucoup d'informations et en plus qui est actualisé tous les ans. Alors, juste une petite parenthèse sur une ressource spécifique pour les parcours maladie de Huntington. Donc, il y a une carte mentale qui a été créée par un groupe de travail, donc qui est en ce moment aussi en cours d'actualisation, mais qui est disponible. Donc, c'est une représentation graphique, comme vous pouvez le voir, de l'information avec une arborescence hiérarchisée. Donc, qui va permettre, c'est vraiment spécifique là, parcours Huntington, qui va permettre de se repérer dans le parcours de soins et de vie. Donc, en fait, il vous faut, en fait, c'est cliquer sur les petites branches et ça ouvre de nouvelles branches. Ça permet de trouver les chemins pour accéder à des solutions qui vont être adaptées aux personnes qui ont la maladie de Huntington. Et donc, ça réunit un grand nombre d'informations. Donc, c'est un document partagé, modifié et complété par des professionnels utilisateurs au fur et à mesure du repérage de nouvelles ressources en région. Donc pour y accéder, en fait, il faut juste, remplir une charte et la renvoyer, mais ça, on vous mettra tout, hein, c'est pareil avec les ressources, auxquelles vous pourrez avoir accès et la création d'un compte MindMaster, mais ça, c'est gratuit et très facile. Voilà. Ensuite, donc les ressources, et les outils pour les personnes concernées. Donc pour avoir un suivi médical spécialisé, il faut savoir qu'il existe 165 centres experts en Occitanie. Donc les centres experts, c'est les services hospitaliers qui assurent le suivi et la prise en charge des personnes présentant une maladie rare. Les 165 centres experts sont répartis sur les CHU de Toulouse, Montpellier et Nîmes. Pour trouver un centre expert, donc vous pouvez, on a une base de recherche sur le site de Maladies Rares Occitanie et après, ils sont au niveau national et même européen et même international, je pense, tous répertoriés, sur Orphanet. Mais du coup, pour une recherche plus ciblée en Occitanie, c'est beaucoup plus simple si vous passez par le site de Maladies Rares Occitanie. Et enfin, je termine par une ressource qui est une des plus importantes à nos yeux, donc c'est les associations de personnes concernées qui vont quand même pouvoir apporter un soutien, de l'information auprès des personnes qui sont malades et de leurs aidants. Ils sont reconnus hein, comme ayant une très bonne expertise parce qu'ils connaissent très bien leur maladie. Et donc, pour trouver une association, c'est également, vous pouvez passer par Orphanet, mais là, c'est pareil, vous allez avoir tout le listing des associations pour une maladie au niveau national et international. Et après, vous pouvez également nous solliciter, hein, juste avec le formulaire pour une recherche d'association. Nous, on a une connaissance un peu plus fine des associations présentes sur le territoire. Alors, je vais vous donner un exemple, comme je vous disais tout à l'heure, d'appui qu'on peut faire, notamment pour l'accès au droit. Donc, un petit focus sur le dossier MDPH. Donc, les documents à fournir pour le dossier MDPH. Bon, les documents que vous connaissez, le certificat médical, mais également les comptes rendus de tous les médecins qui sont sur le parcours de soins, les consultations, les hospitalisations, les comptes rendus des médecins spécialistes. Donc ça, c'est les documents médicaux. Ensuite, il va y avoir les documents qui sont soumis à validation du médecin référent.
Donc là, vous pouvez fournir la fiche maladie qui est sur le site Orphanet. Également la fiche Focus Handicap quand elle existe, hein, parce que vraiment elle vient renseigner sur les impacts de la maladie sur le quotidien et le handicap. Ensuite, vous pouvez également fournir la synthèse du PNDS et, quand il existe, le guide pratique qui se trouve sur le site de Maladies Rares Occitanie. Et enfin, pour les documents qui peuvent être établis avec l'aide d'un travailleur social, donc il y a effectivement la partie administrative avec la page projet de vie que vous connaissez, mais il existe également un formulaire complémentaire de transmission d'informations qui a été fait spécifiquement pour les maladies rares. Donc c'est vraiment un outil très important qui se trouve très facilement. Donc c'est pareil, on a mis le lien. Vous pouvez également le trouver sur le site internet de Maladies Rares Occitanie. Et après, juste une petite information, parfois il y a des maladies qui sont en cours de recherche diagnostique pour qu'il n'y a pas de diagnostic posé, mais on peut faire valoir les droits auprès de la MDPH notamment, en mettant vraiment en avant les impacts de la maladie et non le diagnostic sur la vie quotidienne. C'est bon, j'ai terminé. Et donc, moi, je vais vous présenter un autre focus. Ces deux, on ne l'a pas précisé, mais finalement, là, on rentre un petit peu plus dans le concret autour des motifs de sollicitation que l'on reçoit le plus souvent en maladie rare Occitanie, des difficultés d'accès aux droits et aussi des ruptures dans le parcours de soins. Donc là, moi, je vais parler plutôt de ce qui va être comment engager ou réengager un parcours de soins. Donc, en premier lieu, bien sûr, on va d'abord s'attacher à recueillir les besoins exprimés par la personne et les associer aux besoins identifiés par les professionnels. Parfois, il y a des divergences entre ces deux besoins, mais c'est important de bien prendre en compte les deux besoins en santé, à la fois ceux exprimés et ceux qui sont identifiés. Ensuite, on va préconiser donc, du coup, de construire un projet thérapeutique avec de nombreux versants, parce que comme ça a été dit, quand même, les maladies rares sont des maladies chroniques invalidantes qui ont un retentissement important dans de nombreux aspects de la vie de la personne. Donc, il faut prendre à la fois en compte dans le projet thérapeutique un versant médical, paramédical, médicamenteux, psychologique, social et parfois aussi un versant matériel et technique. Donc, une fois qu'on a construit le projet thérapeutique qui est basé sur les besoins en santé, on va ensuite voir comment on peut le mettre en œuvre, ce projet. Donc, pour ça, il faut, dans le cadre des maladies rares, il faut s'appuyer sur deux types de ressources. Il y a bien sûr les ressources territoriales sur lesquelles le DAC peut vous aider aussi à identifier des ressources territoriales. Et dans le cadre des maladies rares, il y a aussi, et j'insiste, voilà, les ressources d'expertise. Et c'est vraiment ces ressources d'expertise qui peuvent vraiment permettre de proposer un parcours de soins qui réponde aux besoins de la personne qui a cette maladie rare. Donc, on a déjà cité de nombreuses ressources d'expertise, donc Orphanet, les associations de personnes concernées, les filières de santé maladies rares, le protocole donc, national de diagnostic et de soins qui est donc un guide des bonnes pratiques, comme son nom l'indique, de diagnostic et de soins. Ensuite, ça, c'est des informations qui vont finalement plutôt concerner la maladie et pour avoir vraiment recours à l'expertise liée à cette personne concernée par cette maladie, là, il ne faut pas hésiter à solliciter les centres experts à la fois pour des avis médicaux et paramédicaux. Et ensuite, vous pouvez aussi et également solliciter Maladies Rares Occitanie, ne serait-ce que même pour vous aider sur l'élaboration du projet ou l'identification de ressources et parfois, comme on l'a déjà dit, être en lien avec les centres experts. Voilà, ça c'était le. Puis on arrive au terme de notre présentation. Donc, sur une diapositive, qu'est-ce qu'il y a à retenir? La plus importante de toute la présentation. Donc, les maladies sont dites rares, mais les personnes concernées sont nombreuses. Hein. Une personne sur 20 concernée par une maladie rare. Les maladies rares, donc on l'a dit, il y en a, c'est quand même
c'est de nombreuses personnes en France et en Occitanie et dans le Gers aussi. Elles peuvent avoir accès à des ressources qui sont dédiées aux maladies rares, mais pour pouvoir s'appuyer sur ces ressources, il faut d'abord bien les identifier. Donc, mieux identifier pour mieux accompagner, ça nous semble aussi quelque chose à bien retenir. Et enfin, voilà, on a déjà essayé d'évoquer avec l'exemple qu'on a présenté, mais aussi avec notre présentation. Un parcours maladie rare, c'est vraiment une approche multidisciplinaire parce que ça impacte de nombreux champs de la vie de la personne. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer, quand on est travailleur social, mais s'appuyer sur des professionnels du secteur sanitaire et vice-versa, des professionnels du secteur sanitaire, de s'appuyer aussi sur des professionnels du secteur social. Et enfin, je l'ai déjà dit et je le redis, voilà, il y a de nombreuses ressources qui existent pour l'appui aux professionnels qui sont présents dans les parcours maladies rares. Et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Maladies rares Occitanie est une de ces ressources, mais il y en a plein d'autres. Et enfin, donc, pour nous interpeller avec des demandes autour de demandes d'appui, l'adresse mail, donc demande@maladies rares Occitanie, et vous pouvez donc nous envoyer le formulaire via messagerie sécurisée ou sur Spico ou directement depuis notre site internet. Merci de votre attention et maintenant on est disponible pour les questions. Merci. Du coup, est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole ou qui ont des questions? Je vous propose de lever la main ou de prendre la parole directement, comme vous voulez. C'était super clair, c'est génial. Moi, j'avais une question quand même. Ah, très bien. Ma question, c'était qui sollicite le centre expert? Est-ce que c'est que le médecin ou est-ce qu'un travailleur social peut solliciter les centres experts? En fait, alors moi j'aurais dit ça dépend du besoin. C'est parce qu'en pratique, sur les centres experts, c'est plus facile d'identifier des médecins que des travailleurs sociaux, pour la simple et bonne raison qu'il y a toujours des médecins sur un centre expert et il n'y a pas toujours des travailleurs sociaux, ce qui peut se discuter, mais voilà, ça c'est un autre débat. Donc après, non, normalement dans les centres experts, ils sont accessibles à tous les professionnels. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Mais il faut savoir qu'effectivement, c'est plus. En fait, quand un centre expert, il est toujours constitué autour d'un médecin responsable du centre expert. Et après, l'équipe qui est présente au sein de ce centre expert, elle varie en fonction des centres experts. Voilà. Okay. Mais c'est plutôt le médecin traitant, du coup, qui va faire la demande au centre expert de prendre son patient plutôt qu'un travailleur social qui orienterait quelqu'un vers le centre expert. Oui, si c'est pour un avis, oui. Si c'est pour un avis, oui. Si c'est pour avoir des informations sur quels sont les besoins de cette personne et que le patient est déjà suivi, c'est pas obligé quand même que ce soit un médecin qui adresse. Il faut que le patient il soit connu du centre expert, ça c'est sûr. C'est pour ça que ça fait partie aussi de nous, quand on reçoit une demande, notre première action, c'est de vérifier est-ce qu'il y a bien un suivi régulier auprès du centre expert, parce que c'est le centre expert qui connaît il connaît mieux la maladie que nous, qui ne connaissons pas toutes les maladies rares, et il connaît aussi bien le patient. D'accord. Et on le sollicite via le site internet, le centre expert, via une ligne téléphonique? Oui, via les coordonnées qui sont... on peut peut-être le montrer, ça je vais vous montrer comment trouver cette information sur notre site Maladie Rare Occitanie. Ça peut être... voilà. Alors, comme ça, vous voyez la navigation en plus de... Hop. Donc ça, c'est notre site internet. Quand vous cherchez à identifier un centre expert, c'est accessible en première page. Vous cliquez là sur Centre expert. Alors là, on clique sur Centre expert et on arrive direct sur le moteur de recherche. Or, on cherche un centre expert pour quelle maladie? Huntington, allez. Allez, Huntington. Allez, merci d'avoir proposé Huntington parce que c'est pas le plus compliqué à trouver. Alors, Huntington, du coup, dans le moteur de recherche, Huntington, c'est dans les maladies neurologiques rares.
Donc, du coup, je clique sur neurologique rare. Et là, c'est visible dans le moteur de recherche. Alors, comme nous, c'est un site régional, c'est visible sur toute la région. Ensuite, on peut, par exemple, si on veut chercher, vu que c'est sur le Gers, on va chercher plutôt à Toulouse parce que c'est quand même plutôt en proximité. On met Toulouse. Et là, il va y avoir, alors, toutes les maladies neurologiques rares qui ont un centre expert sur Toulouse. Et on peut arriver pour la maladie, il y a un sous-menu finalement où on peut cliquer sur maladie de Huntington. Et donc on a effectivement les coordonnées du centre expert avec le numéro de téléphone du secrétariat. Ok, Ça va? C'est clair? c'est clair. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vérifie qu'il n'y a rien dans le chat. Non, il n'y a pas l'air d'avoir plus de questions. Du coup, ce que je vous propose, c'est peut-être on s'arrête là. Du coup, par rapport au support et aux outils qui a été présenté, vous aurez tout de disponible sur l'espace pro du site du DAC dans une rubrique bien spécifique maladie rare. Et vous allez recevoir aussi un questionnaire de satisfaction par rapport au webinaire d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à rajouter des choses s'il manquerait des thématiques ou voilà. Et voilà, je pense, est-ce que maladie rare Occitanie, vous voulez ajouter quelque chose? Non, enfin, si, moi j'ai pris un petit truc à rajouter. Et vraiment, on a essayé de présenter, là, je crois qu'en fait, on a essayé de présenter des ressources. Il y avait peut-être beaucoup de ressources. Ce qu'il faut retenir, c'est On est là. voilà, c'est qu'en fait, même si nous, on a présenté beaucoup de ressources qui sont accessibles en direct, si n'importe quel professionnel a des difficultés pour se repérer à travers ces ressources, on peut solliciter Maladie Rare Occitanie et on aide à trouver la ressource. Tout à fait. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de couper, de vous déconnecter. Et nous, du coup, on continue ici avec juste Oui. l'équipe Maladie Rare. Merci à tous. Au revoir. Merci.